La maison est vide depuis des mois. Tout le monde le sait. Mais chaque matin avant l'aube, le même cheval revient et frappe à la porte. Pas une seule fois, pas au hasard. Boum, boum, comme un signal. Les voisins se rassemblent, mal à l'aise, le regardant attendre quelque chose que personne d'autre ne peut voir. Puis le cheval baisse la tête, fixant le perron comme s'il montrait quelque chose qu'ils manquaient tous. Aimez la vidéo et abonnez-vous pour continuer l'histoire et vivre un moment riche en émotions. Wyoming, avant l'aube, le genre de froid qui rendait chaque son plus vif qu'il ne devait l'être. Il recouvrait la ville d'un silence bleu-gris, sur les mauvaises herbes raidies par le gel, sur les clôtures de bois argentées par la glace, sur la ferme vide au bord de la route de Miller's Creek, que tout le monde avait appris à ne pas regarder trop longtemps. La propriété des Hayes était barricadée depuis des mois, pas abandonnée comme un lieu qui meurt lentement, mais abandonnée comme quelque chose qu'on réduit au silence. Ses fenêtres étaient couvertes de contreplaqué brut. Son porche s'affaissait légèrement d'un côté. Des feuilles mortes s'étaient accumulées dans les coins des marches et y avaient gelé, comme si même le vent avait cessé d'essayer de nettoyer l'endroit. La boîte aux lettres penchait de travers au bord de la route, des prospectus non ouverts débordant de sa bouche, comme de vieux avertissements auxquels personne n'avait répondu. Et debout devant la porte d'entrée, aussi immobile qu'une silhouette taillée dans le froid lui-même, se trouvait un cheval. Pas un beau cheval, pas le genre pour lequel les gens s'arrêtent parce qu'il a l'air fier, sauvage ou cinématographique. Celui-ci semblait usé par le temps et l'attente. Un hongre alezan, strié de boue, et si maigre qu'on lui voyait les côtes, avec un pelage d'hiver devenu rêche et clairsemé, et une étroite liste blanche ternie par la saleté. Sa crinière pendait en nœuds inégaux. Un de ses flancs tressaillait de temps en temps, mais le reste de son corps restait figé dans l'immobilité, comme si le mouvement risquait de briser la chose fragile qui le tenait debout. Il ne mangeait pas. Il y avait de l'herbe morte qui perçait le gel tout autour de la cour, cassante et pâle. Mais il l'ignorait. Il ne faisait pas non plus les 100 pas. Il se tenait juste là et fixait la porte d'entrée comme si quelqu'un était en retard. La première personne à le remarquer fut Denny Walsh, qui se rendait en ville avec un thermos de café entre les genoux et des reçus de fourrage sur le siège passager. Il ralentit, fronça les sourcils à travers le pare-brise, puis se gara sur le bas-côté. Le temps qu'il sorte, deux autres véhicules s'étaient arrêtés derrière lui. Les villes rurales avaient leur propre loi de la gravité. Un mystère en plein jour attirait les gens, qu'ils aient l'intention de s'impliquer ou non. Des bottes heurtèrent le gravier, des portières se fermèrent, des cols de veste se relevèrent contre le froid. Personne ne s'approcha trop au début. Ils se tenaient près du portail ou le long du fossé, les épaules voûtées, le souffle formant des fantômes blancs dans l'air, tous regardant du cheval à la maison et vice-versa. Denny plissa les yeux vers le porche. Eh bien, si ça ce n'est pas incroyable. Les mots sortirent plus doucement qu'ils ne l'avaient prévu, car tout le monde ici connaissait ce cheval, Rusty, le cheval de Walter Hayes. Et tout le monde ici savait que cette maison était vide depuis 6 mois. Pas de fumée de la cheminée, pas de lampe à la fenêtre, pas de vieil ancien combattant sortant sur le porche avec son manteau et ses gants, une main sur la rampe, l'autre se levant vers l'animal qui l'attendait comme un homme répondant à l'appel. Cela s'était arrêté. Tout s'était arrêté là. À côté de Denny, une femme enroula ses deux mains autour d'un gobelet en carton et murmura. Pourquoi continue-t-il de revenir? Personne ne lui répondit. Parce que la question avait déjà commencé à s'enfoncer en eux, lourde et désagréable. Rusty ne se tourna pas au son des voix, ne pointa pas ses oreilles vers les camions, ne réagit pas quand un chien aboya quelque part sur la route. Il garda les yeux sur la porte. Puis, avec la lente délibération d'un animal faisant quelque chose d'appris, quelque chose de spécifique, il s'avança. Un pas, puis un autre. Il atteignit le porche. Les planches émirent un faible et vieux grognement sous son poids. La foule resta immobile. Rusty baissa la tête. Pendant une seconde, cela parut presque doux, comme s'il allait poser son front contre le bois. Au lieu de cela, boum! Le son claqua à travers la cour gelée. Quelques personnes sursautèrent. Un merle s'envola des mauvaises herbes. Rusty recula juste assez, puis frappa à nouveau la porte. Boum! Cette fois, plus fort, le contreplaqué de la fenêtre la plus proche trembla, et le bruit frappa la foule en pleine poitrine comme quelque chose de physique,
quelque chose qui n'allait pas. Non pas parce que c'était violent, car ça ne l'était pas, parce que c'était délibéré, parce que cela semblait répété. Un petit garçon sur la banquette arrière d'un des camions baissa sa vitre d'un pouce et dit avec la franchise que seuls les enfants pouvaient se permettre. Il y a quelqu'un là-dedans? Sa mère se pencha et referma la vitre sans répondre. Personne ne rit. Personne ne lui dit de ne pas être ridicule, car pendant une vilaine seconde, avec ce cheval à la porte et ce son encore suspendu dans l'air, cela ne semblait pas du tout ridicule. C'était comme si on avait posé une question à la maison et qu'elle n'avait pas répondu. Rusty resta de nouveau immobile. De la vapeur s'échappait de ses naseaux. La cour resta silencieuse à l'exception du gémissement lointain du vent passant à travers les fils de clôture. Denny fit un pas prudent en avant. « Rusty !» Le cheval ne le regarda pas. « Hé, mon grand, rien !» Un éleveur du coin marmonna. « Il fait ça toute la semaine. » Plusieurs têtes se tournèrent. « Quoi? » L'homme se déplaça, soudain conscient que tout le monde l'écoutait maintenant. « Je l'ai vu ici mardi avant le lever du soleil. Je pensais que Clay était déjà venu le chercher. » Il hocha la tête vers le porche. Il a frappé cette porte 3 fois, exactement comme ça. « Clay Morgan l'a parqué chez lui, n'est-ce que pas? » demanda quelqu'un. Apparemment pas assez bien. Un rire nerveux faillit faire surface dans le groupe, puis mourut avant de devenir un son. Parce que Rusty bougeait à nouveau, mais pas pour s'éloigner de la maison. Il baissa la tête, non pas pour frapper cette fois, mais vers le porche lui-même, vers la marche supérieure, où des feuilles mortes s'étaient accumulées en une dérive cassante contre les planches déformées. Il la fixa, puis il leva un sabot avant et gratta une fois. Un court et rude frottement de fer à cheval sur du vieux bois, pas assez pour creuser, assez pour indiquer. Il s'arrêta, regarda de nouveau la porte, puis de nouveau la marche. Un silence tomba sur la cour si complet qu'il semblait arrangé. Denny fronça les sourcils. Mais qu'est-ce que... Il ne finit pas sa phrase car maintenant, même les sceptiques pouvaient le voir. Le cheval n'était pas confus. Il n'errait pas. Il n'exécutait pas une habitude insensée héritée d'une routine morte. Il y avait une intention dans la façon dont il se tenait là. Une intention dans la façon dont il frappait. Une intention dans la façon dont il ramenait sans cesse son regard vers cet unique endroit sous la porte. Comme si la maison contenait 2 choses, une réponse en haut et autre chose en bas. Un camion arriva trop vite derrière les autres, les pneus crissant fort sur le gravier, les têtes se tournèrent. La portière du conducteur s'ouvrit et un homme en sortit, vêtu d'un manteau sombre, de bottes cirées et avec le genre d'expression qui arrive toujours en prétendant être utile. Dale Siddar. Il observa la scène, les voisins rassemblés, le cheval sur le porche, l'attention fixée sur la maison des Hay, et pendant la plus brève des secondes, quelque chose de vif traversa son visage. De l'agacement. Puis ce fut parti, remplacé par un sourire trop lisse pour ce genre de matin. « Que se passe-t-il ici? » cria-t-il. Personne ne répondit immédiatement car la vraie réponse se tenait juste devant eux, maigre, boueuse et frissonnante dans le froid du Wyoming. Rusty frappa de nouveau la porte. Boum! Puis une fois de plus, boum! Le son roula sur la cour gelée, sur la foule qui regardait, sur les fenêtres barricadées et les pièces vides au-delà. Le sourire de Dale se crispa, et Rusty, comme s'il n'avait plus de temps à perdre avec des gens qui ne comprenaient toujours pas, baissa la tête une dernière fois et regarda directement la marche du porche. Pas tout le porche, pas le seuil, cette unique marche, cet endroit exact. Comme si la seconde moitié du message avait été là depuis le début, attendant que la bonne personne écoute enfin. Avant que la maison ne devienne un mystère, elle avait été une routine. Et avant que la ville ne commence à chuchoter à propos du cheval à la porte, elle avait passé des années à peine remarquer l'homme qui l'ouvrait. Walter Hayes avait vécu le genre de vie que les gens des petites villes respectaient de loin et comprenaient mal de près. Il approchait les 80 ans, large d'épaules, même après que l'âge lui ait enlevé une partie de sa force, avec un visage buriné par les hivers du Wyoming et de vieilles batailles privées que personne ne l'avait jamais entendu nommer. C'était un ancien combattant. Ça, tout le monde le savait. Le reste venait par fragments. Il restait dans son coin, payait en espèces, parlait peu, ne s'attardait jamais. Si quelqu'un lui demandait comment il allait, il répondait généralement par un signe de tête qui signifiait que la conversation était déjà terminée.
Ce n'était pas que Walter détestait les gens. C'était quelque chose de plus triste que ça. Il avait simplement appris au fil des ans à vivre comme si avoir besoin de moins était le moyen le plus sûr de survivre. Son monde avait été réduit avec soin, presque professionnellement, à la taille de ce qu'il croyait ne pas le trahir. Une chaise à la table de la cuisine, une lourde tasse en céramique avec une fissure près de la anse, une vieille Bible sur le comptoir, un drapeau plié dans une armoire qu'il n'ouvrait que lorsque personne n'était là pour le voir regarder, et une lumière de Porsche qu'il allumait chaque matin, même après le lever du soleil, comme si la lumière n'était pas faite pour voir, mais pour signaler qu'il avait survécu à une autre nuit. La maison des Hayes n'avait jamais semblé chaleureuse au sens ordinaire du terme. Elle était propre, mais dépouillée, habitée, mais sur ses gardes. Les meubles étaient vieux et pratiques. Les lattes du plancher grinçaient aux mêmes endroits chaque saison. L'horloge de la cuisine faisait un tic-tac assez fort pour ressembler à de la compagnie. Il n'y avait pas d'objets décoratifs, pas de dictons encadrés sur les murs, aucune preuve d'une vie arrangée pour impressionner qui que ce soit. Mais il y avait Rusty, et cela changeait l'atmosphère de l'endroit plus que tout être humain ne l'avait jamais fait. Rusty n'était pas seulement le cheval de Walter. C'était la seule créature vivante en ville que Walter laissait s'approcher de lui sans méfiance. Les gens avaient vu la différence de leurs propres yeux, bien que la plupart n'en aient jamais parlé. Walter pouvait rester de marbre lors d'une conversation au magasin de fourrage, dur comme du fil de fer, puis sortir dans le froid du matin et s'adoucir, pas de façon spectaculaire, pas sentimentalement, juste assez pour vous briser le cœur si vous y prêtiez attention quand Rusty venait à la porte. C'était leur rituel chaque matin, le même ordre, le même timing, la même dignité tranquille. Rusty quittait l'appentis près de la clôture et se dirigeait vers le porche alors que le monde était encore pâle et à moitié éveillé. Il ne se pressait jamais, ne hennissait jamais pour avoir à manger. Il s'arrêtait simplement devant la porte d'entrée et attendait. À l'intérieur, Walter, qui semblait structurer toute sa vie pour n'être surpris par rien, était déjà réveillé. Il enfilait son manteau, allumait la lumière du porche, ouvrait la porte, et pendant une seconde suspendue avant l'eau, avant le foin, avant les corvées et le silence et l'affaire de rester en vie, Walter posait sa paume contre le front de Rusty. Pas une tape, pas une gratouille, un contact immobile et constant, comme une confirmation, comme une présence, comme s'ils avaient tous les deux besoin de la preuve que l'autre avait survécu à la nuit. Puis Walter hochait la tête une fois, et les deux se déplaçaient ensemble. D'abord vers l'abreuvoir, puis vers le bac à nourriture, puis une lente promenade le long de la limite de la propriété où Walter vérifiait les poteaux de clôture, les conditions du ciel et la forme du sol, comme si la terre elle-même ne rendait compte qu'à lui. Personne n'avait jamais vraiment compris. Certains appelaient ça de la solitude. Certains appelaient ça de l'entêtement. Certains riaient et disaient que les vieux hommes devenaient étranges quand il n'y avait plus personne pour leur dire de ne pas l'être. Mais si vous les voyez de loin dans cette lumière froide du Wyoming, Walter dans son manteau, Rusty suivant son rythme pas à pas, cela ne semblait pas étrange. Cela semblait sacré, comme si deux êtres usés avaient passé un accord avec le monde. Je suis toujours là, si tu l'es. Walter n'avait pas toujours été vieux. C'était évident d'après la photo glissée derrière la Bible dans sa cuisine, bien que presque personne ne sût qu'elle était là. Sur la photo, il était assez jeune pour que le chagrin ne se soit pas encore pleinement présenté. Il se tenait en uniforme, la mâchoire serrée, les yeux déjà sérieux, à côté d'un poulain dégingandé aux genoux surdimensionnés et une marque blanche descendant sur son visage comme un coupe de pinceau inachevé, Rusty, bien plus petit alors. La main de Walter reposait maladroitement sur le cou du poulain, comme si la tendresse était quelque chose qu'il n'avait pas encore appris à faire sans embarras. Il y avait d'autres choses cachées dans la maison aussi. Un dossier médical rangé à l'abri des regards, des flacons de médicaments avec les étiquettes tournées, des fiches de rendez-vous pliées au fond d'un tiroir. Il y avait des preuves que Walter était malade depuis plus longtemps que quiconque ne le savait. Peut-être plus longtemps qu'il ne l'avait admis à lui-même, et il cachait cela comme il cachait tout ce qui comptait. Silencieusement, minutieusement, sans demander d'aide. À l'église, quand Margaret Lyall lui a demandé une fois s'il avait perdu du poids, Walter lui a dit que c'était le café. Au magasin de fourrage, quand Denny Walsh a plaisanté en disant qu'il avait l'air pâle,
Walter a dit que le soleil était surévalué. À la clinique de Casper, quand un médecin a expliqué les résultats du scanner dans un langage prudent destiné à adoucir le choc, Walter a écouté sans interrompre, puis n'a posé que deux questions. Combien de temps et pourrait-il encore s'occuper du cheval pendant un certain temps? C'était le genre d'homme qu'il était. Pas sans peur, pas incassable, juste construit de telle manière que sa propre douleur se classait toujours en dessous de ses responsabilités, surtout celle qui se tenait devant sa porte chaque matin, attendant d'être comptée. La fin n'est pas venue de façon spectaculaire. Il n'y a pas eu de tempête, pas de monologue final. Aucun témoin assez proche pour comprendre qu'une ère venait de se terminer. C'est arrivé un matin d'hiver glacial où Walter a réussi à atteindre la cuisine, mais pas la porte. Il avait déjà enfilé son manteau, déjà allumé la lumière du porche, déjà fait un pas vers le son de Rusty qui bougeait dehors. Puis quelque chose en lui a lâché. Sa main a heurté le bord du comptoir. La tasse s'est brisée sur le sol. Il est tombé assez fort pour se meurtrir les os contre le vieux bois, et pour la première fois depuis des années, la porte ne s'est pas ouverte. Rusty attendit. Dehors, dans le froid d'avant l'aube, il attendit là où il attendait toujours. À l'intérieur, Walter gisait à moitié conscient, tandis que l'horloge de la cuisine continuait son tic-tac et que la lumière du porche brûlait dans le matin pâle, comme une promesse qui avait manqué son heure. Il fut trouvé grâce à Ruth Kaplan, la factrice, qui remarqua la porte d'entrée, toujours fermée, bien après le lever du soleil, et le camion du vieil homme intact dans l'allée. L'ambulance est arrivée rapidement. Le silence aussi. Walter fut d'abord emmené à l'hôpital du comté, puis transféré dans un établissement de soins affilié aux anciens combattants hors du comté quand il devint clair qu'il ne rentrerait pas chez lui. Cette partie s'est déroulée principalement dans coulisses, dans des papiers et des signatures et des couloirs fluorescents bien loin du porche, où Rusty continuait de se présenter pour remplir sa moitié du rituel. Walter est mort 3 jours plus tard, discrètement, sans annonce publique, sans funérailles en ville, sans le genre de clôture communautaire que les gens aiment prétendre trouver dans de petits endroits comme le leur. Pourquoi pas de funérailles? Parce que Walter n'avait plus de famille proche à proximité. Parce que les arrangements pour les anciens combattants peuvent disparaître dans la procédure quand personne ne pousse de l'intérieur. Parce que certaines personnes en ville supposaient que quelqu'un d'autre en savait plus qu'eux. Parce que tout le monde se disait que l'intimité était une forme de respect, et parce qu'une fois que la tragédie devient administrative, les gens commencent à en parler à la voix passive. Il est décédé, des arrangements ont été pris, la propriété serait gérée, la maison serait sécurisée. Et cette dernière partie s'est produite bien trop rapidement. Avant même que la ville n'ait pleinement absorbé le fait que Walter Hayes était mort, un homme nommé Dale Catter est arrivé avec des entrepreneurs, des planches, un presse-papier et la confiance polie de quelqu'un qui gagnait sa vie en intervenant dans les moments de confusion et en appelant cela de l'aide. Dale ne venait pas de loin, mais il se comportait comme une réponse importée. Il a dit que la propriété devait être protégée. Il a dit que les maisons vacantes attiraient des vandales. Il a dit que quelqu'un devait s'assurer que rien ne disparaisse avant que les questions juridiques ne soient réglées. Il parlait sur le ton lisse et efficace d'un homme qui utilisait la raison comme une arme. Et parce que le deuil fatigue les gens, et que les gens fatigués confondent souvent la confiance avec la légitimité, personne ne l'a arrêté. Les fenêtres furent barricadées, la porte latérale fut enchaînée, le porche fut laissé aux intempéries sous un silence qui ressemblait moins à un deuil qu'à un effacement. Rusty a regardé une partie de cela depuis la clôture du pâturage. C'est le détail auquel personne n'a accordé assez d'importance à l'époque. Il a regardé. Il a vu des étrangers sceller l'endroit où le rituel vivait. Il a vu la porte qui était censée s'ouvrir devenir une chose destinée à ne plus jamais s'ouvrir. Et parce qu'il était un cheval, parce qu'il n'avait pas de langage pour les hôpitaux ou les certificats de décès, ou les établissements hors du comté, ou les opportunistes légaux aux bottes propres et aux mauvaises intentions, il a compris cela dans les termes les plus anciens et les plus simples disponibles à l'amour. Quelque chose n'allait pas. L'homme n'était pas sorti. La lumière avait cessé de signifier ce qu'elle signifiait autrefois. La maison avait changé, mais la routine, enfouie plus profondément que la peur, demeurait. Alors, le lendemain matin, Rusty se dirigea vers la porte et attendit. Aucune main ne toucha son front. Aucun signe de tête silencieux ne vint. Aucun seau ne fut soulevé. Aucun pas ne traversa le plancher.
Aucune manche de manteau n'apparut à travers la fente alors que la porte s'ouvrait vers l'intérieur pour admettre un autre jour. Seulement le vent, seulement les planches, seulement l'absence. Et pourtant, il revint le lendemain matin et celui d'après, parce que le deuil, avant de devenir compréhension, est répétition, parce que certains liens ne se brisent pas lorsque le corps est parti. Ils continuent d'arriver à l'endroit où l'amour leur répondait autrefois et restent là, confus par le silence, demandant encore et encore et encore. Une semaine après la mort de Walter, les gens parlaient déjà moins de l'homme et plus de ce qui arriverait au cheval. C'était aussi une sorte d'accusation. Clay Morgan est finalement intervenu parce que quelqu'un devait le faire. Clay était un éleveur pratique avec de bonnes mains et un bon cœur, bien que ni l'un ni l'autre n'ait beaucoup de patience pour les mystères. Il apporta du fourrage, répara la clôture latérale, mena Rusty à sa propre propriété à 16 kilomètres de là, et dit à quiconque le demandait que le hongre se calmerait une fois que suffisamment de temps serait passé. C'était la théorie. Distance, nourriture, nouvelle routine, problème résolu. C'était le genre de solution qui avait un sens parfait pour les gens qui croyaient que la survie et la guérison étaient fondamentalement la même chose. Mais Rusty ne comprenait pas le remplacement, pas plus qu'il ne comprenait la mort. Et le premier matin où Clay s'attendait à ce qu'il s'adapte, Rusty se tenait à la clôture inconnue, regardait vers l'est en direction de la propriété des Hayes, et resta si immobile que l'air autour de lui semblait tendu, comme si quelque part à l'intérieur de cet animal silencieux, une décision avait déjà été prise. Clay Morgan croyait aux clôtures. Il croyait aux charnières qui se verrouillent, au fourrage mesuré par habitude, aux abreuvoirs vérifiés avant le lever du soleil, et à la mathématique silencieuse de la vie de ranch, qui disait que la plupart des problèmes pouvaient être réduits à trois choses: la faim, le temps et le temps qui passe. Si un animal était agité, on le nourrissait. S'il était effrayé, on le calmait. S'il était en deuil, bien que Clay n'aurait pas utilisé ce mot à voix haute pour un cheval, on lui donnait assez de jours pour que le corps se souvienne qu'il était encore en vie. C'est ce qu'il a dit aux gens quand il a pris Rusty. Le hongre avait de la place, du bon foin, un brise-vent, un abreuvoir propre, un enclos assez solide pour contenir un animal plus jeune avec de pires idées. Il finira par s'y faire, disait Clay. Et d'un point de vue pratique, cela aurait dû être vrai. Son ranch se trouvait à un peu plus de 16 kilomètres de la propriété des Hayes. Il fallait passer les peupliers et le petit gué, où la route s'ouvrait sur de longues et dures étendues de pâturage et de ciel du Wyoming. C'était assez loin pour que Rusty n'ait pas dû retrouver son chemin par accident. Assez loin pour que la routine aurait dû se briser, assez loin pour que même la mémoire aurait dû s'estomper sur les bords. Mais la mémoire est tenace quand l'amour a tracé le chemin. Le premier matin chez Clay, Rusty a à peine touché son foin. Il se tenait près du côté éloigné de la clôture, face à l'est. Le soleil se leva, pâle et froid sur les champs, et toute cette douce nouvelle lumière ne fit rien pour le réchauffer à la vie qui l'attendait. Clay observait depuis l'allée de la grange, un café dans une main, l'irritation dissimulée sous son inquiétude. « Allez, marmonna-t-il, mange. » Rusty ne bougea pas. Il n'avait pas les yeux fous, n'était pas paniqué. Il n'y avait rien de dramatique chez lui. C'est ce qui le rendait troublant. Il ressemblait moins à un animal en détresse qu'à un animal engagé dans une tâche dont personne d'autre n'avait été informé. À midi, il avait mangé un peu. Le soir, un peu plus. Clay prit cela comme un progrès. Le deuxième matin, Rusty était parti. Pas en brisant des planches dans un accès de fureur. Pas en déchirant du fil de fer ou en se blessant contre les barrières. Clay trouva le loquet latéral levé d'une manière qui le fit s'arrêter et regarder. Il ne s'était pas cassé, n'avait pas rouillé. Il avait simplement été laissé pas entièrement fermé la nuit précédente, et Rusty, que ce soit par persévérance, par accident ou par une intelligence silencieuse que personne ne voulait surestimer, avait trouvé la faiblesse et l'avait utilisée. Clay sella son cheval, jurant sous sa barbe, et suivit la route vers l'est. Il savait déjà où il allait avant de voir la maison, car la pensée lui était venue, entière et importune, au moment où il avait réalisé que le cheval avait disparu. Et là, Rusty était aux poches, debout au même endroit, regardant la même porte. La maison des Hayes gisait sous la lumière du matin, déshonorée. Fenêtres barricadées, portail latéral enchaîné, cour envahi de mauvaises herbes et de négligence.
le genre d'endroit que les gens dépassaient plus vite que nécessaire, comme si la culpabilité s'était installée sur la propriété comme une autre saison. Rusty se tenait devant elle avec un calme terrible. Puis il s'avança. Boum! Clay retint son cheval. Le son le frappa plus fort quand il n'y avait pas de foule pour l'absorber. Boum! Le cheval baissa la tête, fixa la marche supérieure du porche, puis attendit. Clay sentit quelque chose le traverser alors, pas la croyance exactement, mais la première fissure dans l'explication facile qu'il portait. Il descendit de cheval et ramena Rusty à la maison. La deuxième évasion eut lieu 3 jours plus tard. La troisième eut lieu après que Clay eut doublé la chaîne du portail et l'eut vérifié lui-même. Après cela, les gens cessèrent de parler de malchance et commencèrent à parler d'un schéma. Les ragots ruraux faisaient ce que le temps faisait aux humains. Ils se déplaçaient vite, changeaient de forme et atteignaient chaque structure qui se croyait protégée. Au magasin de fourrage, les hommes secouaient la tête devant les catalogues de semences et les blocs de minéraux. Au restaurant, les femmes parlaient de Rusty à voix basse, plus par malaise que par respect. Il continue de revenir, 16 kilomètres dans le noir en plus, jusqu'à cette maison. Et chaque fois qu'il y arrive, il fait ce truc à la porte. Ce truc. L'expression irritait Clay chaque fois qu'il l'entendait, principalement parce que cela sonnait comme de la superstition, et Clay n'aimait pas la superstition pour la même raison qu'il n'aimait pas les portails mal fermés et les factures impayées. Une fois que les gens donnaient trop de place au mystère, le bon sens commençait à se retirer de la conversation. Mais le bon sens devenait difficile à défendre. Rusty n'errait pas son but. Il n'apparaissait jamais dans les champs voisins, ne s'égarait jamais vers les pâturages ouverts ou le lit du ruisseau, ne s'arrêtait jamais à d'autres granges pour se nourrir, bien qu'il y ait des endroits plus faciles pour mendier un repas que le porche d'une maison vide. Il allait à un seul endroit, directement, à plusieurs reprises, et une fois là, il se comportait avec une répétition si exacte que même les sceptiques commencèrent à parler plus prudemment du sujet. Denny Walsh le vit à l'aube un vendredi, debout dans un givre si épais qu'il argentait ses moustaches, et jura que le cheval n'avait même pas jeté un coup d'œil au seau de grains qu'il secouait. « Il m'a regardé sans me voir, dit Denny plus tard, comme si j'étais sur son chemin. » Un adolescent livrant du propane dit que Rusty frappa 2 fois, fit une pause, puis gratta la même planche avec un sabot avant. Une veuve âgée revenant d'un rendez-vous chez l'ophtalmologiste, affirmant qu'elle avait baissé sa vitre et dit « Walter n'est plus là, mon petit. » Et le cheval avait légèrement tourné la tête, non pas vers elle, mais vers la marche du porche, comme si le vrai problème n'était pas de savoir si Walter était à l'intérieur, c'était de savoir si quelqu'un d'autre prêtait attention. C'était la partie qui commençait à irriter la ville. Non pas que le cheval revenait, mais que le cheval semblait essayer de communiquer quelque chose, et que les gens autour de lui continuaient d'échouer à un test qu'ils n'avaient pas accepté de passer. Le seul homme qui semblait ouvertement en colère à propos de cette attention était Dale Cater, et il arrivait plus souvent maintenant à la propriété des Hayes, toujours dans un camion propre, toujours habillé comme s'il s'attendait à ce que les papiers lui ouvrent le monde. Il était prudent avec ses mots, avec la plupart des gens. Assez prudent pour que si vous n'écoutiez que les phrases, vous pourriez le prendre pour quelqu'un d'utile, essayant juste de protéger la propriété, essayant juste de garder les choses en ordre, essayant juste d'éviter un accident. Mais ses yeux le trahissaient. Chaque fois que Rusty attirait une foule, Dale regardait la maison comme des hommes affamés regardent des armoires verrouillées. Il tournait autour de la propriété des Hayes depuis avant que l'absence de Walter ne devienne officielle. Tout le monde le savait de la manière vague dont les villes savent des choses qu'elles n'ont pas encore décidé d'admettre. Il avait fait des remarques sur l'emplacement, sur la superficie, sur la honte que c'était pour une propriété comme celle-là de rester inutilisée. Maintenant, Rusty transformait l'inutilisé en visible, et le visible était dangereux. La confrontation eut lieu un lundi matin assez vif pour piquer les poumons. Clay était allé en ville pour des agrafes de clôture et un additif pour diesel quand il vit Dale debout près de la boîte aux lettres des Hayes parlant à 2 employés du comté à côté d'un camion blanc. L'un portait une veste de contrôle des animaux, l'autre tenait un presse-papier. L'irritation de Clay se transforma instantanément en suspicion. Il se gara assez brusquement pour soulever de la poussière. « Qu'est-ce que c'est que ça? » Dale se tourna avec un sourire qui arriva une fraction de seconde trop tard. « Bonjour, Clay. » L'agent de contrôle des animaux, un homme à l'air fatigué nommé Ferris, leva légèrement le presse-papier.
Nous avons eu plusieurs signalements. Le cheval continue de pénétrer sur une propriété dangereuse. Problème de nuisance publique. Danger potentiel. Clay le dévisagea. Nuisance publique. Dale soupira le soupir d'un homme accablé par les émotions des autres. Personne ne veut que l'animal soit blessé, mais s'il continue d'errer, quelqu'un finira par le heurter ou se faire ruer en essayant de le déplacer. C'est la voie responsable. Responsable? Le mot atterrit avec assez de vernis pour cacher la cupidité en dessous. Clay regarda vers la maison. Rusty était déjà là. Bien sûr, il était debout sur le porche, attendant, son corps mince se découpant dans la faible lumière du soleil d'hiver. Sa crinière bougeait légèrement dans le vent. Il ne ressemblait pas à une nuisance, mais au dernier témoin de quelque chose que tout le monde préférait traiter à distance. Ferris ajusta ses gants. On le retire. Il va à la fourrière du comté. À partir de là, ça dépend des papiers. Clay savait ce que ça dépend pouvait signifier. Vente aux enchères, transfert, disparition par procédure. Il se tourna vers Dale. « C'est toi qui as appelé. » Dale écarta les mains. « J'ai fait part d'une préoccupation. C'est différent. Ce n'était pas différent. Et Clay le savait. Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, Rusty s'avança et frappa à la porte. Boum! Tout le monde se tut, même Ferris se tourna. Puis Rusty la frappa à nouveau. Boum! Le son roula sur la cour, sur le camion du comté, sur l'expression soigneusement arrangée de Dale. Ferris marmonna. Jésus. Rusty baissa la tête vers la marche du porche et gratta une fois, puis une fois de plus vite maintenant, pas frénétique, urgent. Clay l'avait déjà vu faire. Mais ce matin, il y avait quelque chose de brut dans le mouvement. Comme si le message que Rusty essayait de livrer avait atteint le point où la patience elle-même commençait à faillir. Ferris s'avança lentement vers lui, une corde à la main. Doucement maintenant. Rusty entendit le ton et tressaillit, pas violemment, mais d'une manière qui déchira quelque chose chez les gens qui regardaient. Ce n'était pas le tressaillement d'un animal craignant seulement la douleur. C'était le tressaillement de l'interruption, d'être emmené avant d'avoir fini. C'est à ce moment que Margaret Lyle arriva. Elle s'arrêta dans une vieille boîte avec un phare plus faible que l'autre et sortit avant que le moteur ne soit complètement éteint. Elle avait la fin de la soixantaine, enveloppée dans un manteau de laine qui avait vu de nombreux hivers, avec des gants d'église encore enfilés et des cheveux argentés défaits par le vent. Margaret se déplaçait plus lentement qu'autrefois, mais il n'y avait rien de faible dans la façon dont elle traversait une foule quand la conscience avait finalement décidé qu'elle en avait assez d'attendre la permission. Que font-ils? Personne ne répondit assez vite. Ferris jeta un coup d'œil. « Madame, veuillez reculer. » Margaret l'ignora. Ses yeux allèrent droit sur Rusty, non pas avec curiosité, non pas avec spectacle, avec reconnaissance, car contrairement à la plupart des habitants de la ville, Margaret avait réellement prêté attention à Walter Hayes de son vivant. Pas assez, comme elle se le reprocherait plus tard, pas assez tôt, mais assez pour se souvenir de détails que d'autres rejetaient. La façon dont Walter ne pressait jamais Rusty, la façon dont le cheval se tenait toujours d'abord à la porte, la façon dont le deuil vivait déjà dans cette maison bien avant que la mort n'arrive pour le formaliser. Dale s'avança vers elle avec la même voix douce qu'il utilisait sur tous ceux qu'il avait l'intention de dominer. « Margaret, c'est juste une question de sécurité. » Elle ne le regarda même pas. Rusty gratta à nouveau, son regard tomba sur le poche, même planche, même endroit exact. Et soudain, quelque chose sur son visage changea. C'était petit, presque invisible, mais Clay le vit. Le moment où l'observation devint compréhension. « Il n'est pas une nuisance, » dit doucement Margaret. Ferris fronça les sourcils. « Madame, maintenant elle leva les yeux et la force de sa voix fit taire la cour. Il essaie de vous dire quelque chose. » Dale laissa échapper un rire trop cassant pour paraître naturel. « Allons. » Mais l'ambiance avait changé. Pas complètement, pas en toute sécurité, mais assez. Parce qu'une fois qu'une personne disait à voix haute ce que tout le monde avait peur de paraître ridicule en croyant, l'air lui-même semblait se réorganiser. Ferris fit un autre pas vers Rusty avec la corde. Rusty recula une fois, puis se tourna. Pendant une seconde terrifiante, Clay pensa que le cheval allait foncer aveuglément sur la route. Au lieu de cela, Rusty bondit sur le côté, échappa à la portée de Ferris, monta sur le porche en 2 battements rapides et se planta directement sur la marche supérieure.
Il ne courut pas. Il maintint sa position, la tête basse, le souffle court. Un sabot se leva, gratta une fois, deux fois, désespéré maintenant, pas au hasard, pas confus, comme si le temps s'était rétréci, comme si l'enlèvement se rapprochait, comme si ce que Walter Hayes avait confié au silence ne pouvait survivre à un jour de plus de report. Et debout là, dans le froid dur du Wyoming, avec un camion du comté tournant au ralenti dans l'allée, et Dale Keeter regardant de trop près, et toute la ville en équilibre entre le doute et la crainte. Margaret Lyle fit un pas vers le porche et comprit que le cheval ne demandait plus que la porte s'ouvre. Il leur demandait de regarder en bas. Margaret Lyle avait vécu assez longtemps pour connaître la différence entre le spectacle et le sens. Un spectacle attirait d'une foule. Le sens changeait l'air. Ce qui se tenait devant la maison des Hayes ce matin n'était plus seulement un étrange cheval devant une porte barricadée. La ville avait déjà franchi une ligne invisible. Trop de gens avaient vu trop de choses. Trop d'explications ordinaires avaient commencé à s'effondrer sous le poids de la répétition. Rusty n'était pas perdu. Il n'était pas sauvage. Il ne faisait pas de bruit pour attirer l'attention. Il indiquait quelque chose. Et une fois que cette pensée entra dans la cour, elle ne la quitta plus. Le camion du comté tournait au ralenti au bord de la route, le moteur faisant d'un faible tic-tac. Ferris, du contrôle des animaux, se tenait avec la corde lâche dans sa main gantée, ne bougeant plus. Clay Morgan s'était immobilisé à côté du porche, une main sur la rampe de la clôture, la partie pratique de lui luttant visiblement avec la partie qui venait de voir un cheval choisir une planche exacte, plutôt que la liberté. Dale Keeter se tenait à l'écart dans ses bottes cirées, la mâchoire un peu trop serrée pour un homme qui insistait sur le fait que ce n'était qu'une question de sécurité. Margaret ne remarquait presque plus aucun d'entre eux maintenant. Elle regardait Rusty, le regardait vraiment. C'était ça la différence, les hommes. La plupart des gens regardent les animaux et ne voient que de grandes catégories. Affamés, nerveux, amical, dangereux, des mots faciles, des mots bon marché, des mots qui permettent à une personne de se sentir observatrice sans jamais avoir à être changée par ce qu'elle voit. Margaret avait fait cette erreur elle-même plus de fois qu'elle ne voulait l'admettre. Pas avec Rusty, pas exactement, mais avec Walter. Elle l'avait vu en ville pendant des années, vu ses épaules devenir plus lourdes, vu les silences autour de lui s'épaissir, vu la façon dont il faisait des pauses plus longues au comptoir de la pharmacie, vu la façon dont sa peau commençait à prendre cette teinte pâle et parcheminée que la maladie donne aux gens quand elle s'est déjà installée pour de bon, et qu'ils prétendent encore n'être que locataires de l'espace. Et chaque fois, elle s'était dit la même phrase de l'âge décent. Il veut probablement de l'intimité. Parfois, cette phrase est du respect. Parfois, c'est de l'abandon habillé en vêtements du dimanche. La pensée la frappa maintenant avec assez de force pour lui couper le souffle. Rusty gratta à nouveau la marche. Un court frottement, contrôlé, intentionnel. Margaret fit un autre pas en avant. Les planches du porche étaient usées jusqu'à un gris terne, leurs grains soulevés par des années de neige et de chaleur estivale. La poussière s'était installée dans les interstices. Des feuilles mortes s'étaient accumulées le long du bord où la marche supérieure rencontrait le seuil, tassées dans les coins par le vent et la négligence. À première vue, ce n'était rien. Un porche fatigué sur une maison fatiguée. À y regarder de plus près, seule une partie semblait avoir été dérangée. La planche directement sous le regard de Rusty. Margaret plissa les yeux. Rusty frappa 2 fois. Boum, boum. Puis il baissa la tête et regarda en bas. Toujours la même séquence. La prise de conscience la traversa lentement, puis d'un seul coup. Il ne demande pas la porte, dit-elle. Personne ne répondit car même les gens qui ne comprenaient pas encore pouvaient entendre qu'elle, elle comprenait. Ferris fronça les sourcils. Madame. Margaret pointa du doigt sans quitter le poche des yeux. Il frappe pour nous faire venir ici, puis il pointe. Dale laissa échapper un petit rire qui sonnait plus irrité qu'amusé. Pointé. Margaret. Allons, c'est un cheval. Cette fois, elle le regarda. Et il y a des moments où l'âge, le deuil, la culpabilité et la clarté morale se combinent si complètement sur un visage que la douceur en disparaît sans que la gentillesse ne s'en aille. C'est pourquoi vous devriez avoir honte, dit-elle doucement. La cour devint silencieuse. L'expression de Dale se durcit. Pardon? Vous avez vu un inconvénient, dit Margaret. Il a vu une tâche.
Clay regarda de nouveau de Margaret au porche. Les mots atterrirent quelque part au plus profond de lui. Parce qu'il avait passé des semaines à nourrir le cheval, sans jamais se demander si nourrir était la même chose qu'écouter. Rusty gratta une fois de plus. Margaret monta sur le porche. Les vieilles planches se plaignirent sous son poids. Ferris leva à moitié la main comme pour l'arrêter, puis la baissa. Dale ouvrit la bouche, puis se ravisa. Même lui semblait comprendre qu'interrompre physiquement une vieille femme se dirigeant vers un indice devant la moitié de la ville serait plus laid qu'il ne pouvait se le permettre. Margaret s'accroupit lentement, les genoux protestants. Le froid avait raidi les articulations de ses mains, mais elle les utilisait toujours avec soin, balayant les feuilles du bord de la marche. La poussière se souleva. Quelques tailles cassantes se brisèrent. Elle dégagea davantage avec le côté de son gant et révéla une fine couture sombre, là où aucune couture n'aurait dû se trouver. Clay s'approcha. « Qu'est-ce que c'est? » Margaret toucha le bois avec 2 doigts. « Cette planche n'est pas bien alignée. » Dale s'avança aussitôt. « Ne touchez à rien pour l'instant. S'il y a des documents, la chaîne de possession est importante. » La rapidité de sa réaction le trahit. Il avait parlé trop vite, trop protecteur. Pas à propos de la maison, mais de ce qui pourrait se trouver sous la planche. Clay se tourna vers lui, la suspicion se débarrassant enfin de ses dernières excuses. « Comment saviez-vous qu'il y aurait des documents? » Dale cligna des yeux une fois. « Je ne le savais pas. Je dis que s'il y en a. » Mais il avait déjà perdu quelque chose. Pas le contrôle. Pas encore. Quelque chose de plus dangereux. L'innocence plausible. Margaret glissa ses doigts dans la fente, la planche bougea, mais seulement légèrement. Quelque chose en dessous avait gonflé avec l'âge ou l'humidité. Elle essaya de nouveau, s'appuyant d'une main sur le poteau du porche. Rusty se tenait au-dessus de son épaule, parfaitement immobile, pas agité, pas anxieux, regardant avec une attention si fixe que plusieurs personnes dans la cour baissèrent inconsciemment la voix, comme si elles entraient dans une église après le début de l'office. Clay monta sur le porche à côté d'elle. Ici. Il s'agenouilla, trouva la fente et passa ses doigts calleux sous le bord. La planche émit un craquement réticent, puis un autre. Ferris s'approcha aussi, non plus en tant qu'exécuteur, mais en tant que témoin. « Doucement, murmura-t-il. » La planche se souleva d'un demi-pouce, puis d'un pouce. De l'air froid s'échappa de l'obscurité en dessous, transportant l'odeur métallique et renfermée de quelque chose qui avait été enfermé depuis longtemps. Margaret sentit son pouls dans sa gorge. Clay souleva davantage la planche, et là, il y avait une petite boîte en métal, tachée de rouille, rectangulaire, coincée dans l'espace creux sous la marche. Pas neuve, pas accidentelle, pas un déchet soufflé par le vent, mais placé délibérément. Un murmure parcourut la foule comme le vent traversant l'herbe sèche. Denny Walsh enleva son chapeau sans même s'en rendre compte. Une femme chuchota « Oh mon Dieu !» Rusty ne bougea pas. Il regarda simplement la boîte, de la même manière qu'il regardait le porche depuis des jours, des semaines peut-être, comme si son apparition n'était pas une surprise mais un achèvement. Margaret regarda dans l'ouverture et à cet instant, Walter Hayes lui devint vivement, douloureusement présent, non pas comme le vieil ancien combattant renfermé que les gens décrivaient au passé, mais comme un homme vivant, debout sur ce même porche à la lumière déclinante, ses mains faibles travaillant avec soin, choisissant cette cachette parce qu'il faisait plus confiance à la routine qu'aux promesses, et au cheval plus qu'au timing humain. La logique de tout cela arriva avec une force déchirante. Walter n'avait pas caché la boîte parce qu'il aimait les secrets. Il l'avait cachée parce qu'il ne faisait pas confiance aux mots prononcés trop facilement par des gens qui n'étaient jamais restés assez longtemps pour les prouver. Il faisait confiance à la répétition. Il faisait confiance à l'habitude. Il faisait confiance à la seule créature qui revenait chaque matin sans faute. La boîte n'était pas seulement un rangement. C'était un test, une mesure finale de caractère. Et seule une personne qui prêtait vraiment attention à Rusty, qui regardait au-delà de l'évidence, qui restait, qui observait, qui écoutait, la trouverait un jour. Margaret déglutit difficilement. « Il l'a entraîné, murmura-t-elle. Clay la regarda. « Quoi? » « Il l'a entraîné à amener quelqu'un ici. » Dale monta alors sur le porche, trop vite, la main déjà tendue. « Laissez-moi prendre ça. » La cour changea. C'était subtil, mais ça changea, car la cupidité a un son quand elle perd enfin patience. Elle entre dans la voix une demi-seconde trop tôt.
Clay se leva entre Dale et l'ouverture. Recule. Dale afficha un sourire crispé. Clay, ne sois pas stupide. Nous ne savons pas ce que c'est. Les documents légaux doivent être traités correctement. Margaret leva les yeux de la boîte. Par qui? Par quelqu'un de qualifié. Vous voulez dire par vous, dit-elle. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que vous vouliez dire. Ferris monta sur le porche, ne prenant pas parti à voix haute, mais changeant l'équilibre des corps suffisamment pour compter. Personne ne touche à rien tant que nous n'avons pas établi, mais Margaret tendait déjà la main. Elle bougea avec une vitesse surprenante pour une femme de son âge, presque comme si la peur n'était pas de briser la procédure, mais de perdre le moment lui-même. Ses doigts gantés se refermèrent sur les bords métalliques froids. La boîte était plus lourde qu'elle n'en avait l'air, plus lourde de papier, plus lourde d'intention. Elle la souleva de la cavité sous la marche. Rusty arrêta de gratter. La soudaineté de ce geste glaça tous ceux qui se trouvaient là. Pendant des jours, peut-être plus, le sabot avait été le métronome de la vérité non résolue. Tape, frappe, gratte, attend encore. Maintenant, il cessait, non pas parce qu'il était fatigué, mais parce que la tâche avait progressé. Margaret serra la boîte contre sa poitrine. Elle laissa une traînée de rouille sur son manteau. Dale s'approcha, la voix se resserrant. « Margaret, donnez-la-moi. » Non, le mot était simple. « Final. » Le genre de mot que les gens utilisent rarement assez tôt dans la vie et sont forcés d'admirer quand quelqu'un d'autre le fait enfin. La mâchoire de Dale se contracta. « Vous n'avez aucune autorité ici. » Margaret croisa son regard. « Vous non plus. » Cela frappa plus fort parce que trop de gens pensaient soudainement la même chose. Qui avait demandé à Dale de barricader la maison si vite? Pourquoi avait-il été si pressé d'éloigner Rusty? Pourquoi l'ordre semblait-il toujours aller dans le sens de ses intérêts? La voix de Clay sortit basse et plate. « Vous saviez qu'il y avait quelque chose ici. » Dale le regarda, puis détourna les yeux. « Je savais que Walter était malade. Je savais qu'il aurait pu laisser des papiers. Ça ne prouve rien. Mais ça prouvait assez, assez pour aigrir l'air autour de lui. Assez pour que chaque phrase utile qu'il avait prononcée au cours des 6 derniers mois semble rétroactivement contaminée. Margaret regarda la boîte dans ses bras. Un faible son en sortit. Pas mécanique, pas dramatique, juste le doux bruit de papier se tassant contre le métal. Mais dans le silence chargé de ce porche, cela semblait presque humain, comme une vie se déplaçant en confinement. Comme Walter Hayes, qui n'avait fait confiance à presque personne et qui était enfin sur le point de parler de la seule manière qu'il croyait que la ville méritait d'entendre. Rusty expira, un long panache visible dans le froid. Puis, pour la première fois depuis que la foule s'était rassemblée, il baissa la tête, non pas pour frapper, non pas pour pointer, non pas pour supplier, mais dans quelque chose qui ressemblait tellement à du soulagement que cela fit brûler les yeux de Margaret. Elle resserra ses bras autour de la boîte, et devant la maison barricadée, avec le camion du comté qui attendait, Dale Cater qui regardait trop attentivement, et la moitié de la ville soudainement consciente qu'elle se tenait au milieu d'un message depuis des semaines sans le lire. Margaret Lyle comprit la partie la plus douloureuse de toutes. Walter Hayes n'avait pas caché cela à la ville. Il l'avait caché pour la ville, pour que les mauvaises personnes ne l'atteignent jamais en premier, et que la bonne personne doive mériter la vérité en écoutant la seule voix encore assez loyale pour continuer à parler après la mort. Margaret n'ouvrit pas la boîte sur le porche. Certaines vérités arrivent comme la météo, publiques, immédiates, impossibles à contenir. Celle-ci ne ressemblait pas à la météo. Elle ressemblait à une chose remise en main propre. Un dernier acte privé d'un homme qui avait passé toute sa vie à ne parler que lorsque la parole avait du poids. Même la boîte en métal semblait insister sur le confinement, sur les murs, sur une table honnête et une porte qui pouvait encore se fermer. Alors Margaret la ramena chez elle, pas rapidement, pas cérémonieusement, juste avec précaution, avec Clay Morgan à ses côtés et le reste de la ville s'écartant autour d'eux dans un silence qui avait changé de forme. Ce n'était plus le silence de l'incertitude. C'était le silence qui tombe quand les gens réalisent qu'ils ont peut-être déjà échoué à un test moral avant même de comprendre qu'il y en avait un. Rusty les suivit jusqu'au portail de Margaret. Puis il s'arrêta. Il resta sur la route un moment, son corps mince se découpant sur le ciel bas du Wyoming, et la regarda porter la vérité cachée de Walter Hayes sur le chemin d'une petite maison blanche qui sentait toujours légèrement la cannelle, l'amidon de lessive et les vieux cantiques. Clay le remarqua le premier.
Il te laisse la prendre, dit-il. Margaret jeta un coup d'œil en arrière. Rusty n'était pas agité, ne se pressait pas, n'essayait pas de récupérer la boîte. Il regardait simplement, la tête baissée, comme si la tâche était passée de sa garde à la sienne. Cette prise de conscience s'installait dans sa poitrine avec un poids presque plus difficile à supporter que le métal lui-même. Pendant des semaines, peut-être des mois, ce cheval avait tenu la ligne seul. Maintenant, il demandait à un être humain de faire sa part. À l'intérieur de la cuisine de Margaret, le monde semblait plus petit et donc plus dangereux. Les rideaux étaient à moitié tirés contre l'éblouissement du matin. Pourtant, une lampe jaune brillait au-dessus de l'évier. La bouilloire sur la cuisinière cliquetait doucement en refroidissant. Sa table de cuisine était en chêne ancien, usée et pâle là où des années de mains et de coudes avaient poli le grain. Il y avait une Bible près de la fenêtre, une pile de bulletins d'église, un bol en céramique rempli de bonbons à la menthe que personne ne mangeait jamais assez vite. Des choses ordinaires, des choses réconfortantes. Et au milieu d'elle, Margaret posa la boîte comme si elle avait peur que la pièce elle-même ne recule devant ce qu'elle contenait. Clay resta près de la table. Ferris, du contrôle des animaux, était venu aussi, moins officiel maintenant qu'incertain. Sa casquette dans les deux mains comme si la procédure l'avait laissé en plan quelque part derrière le porche. Dale Catter arriva 10 minutes plus tard sans y être invité, invoquant un intérêt légal dans l'affaire, ce qui était le genre de phrase que les hommes utilisaient quand ils voulaient un accès, avant que quiconque ne soit prêt à le leur refuser. Margaret faillit lui dire de partir. Presque. Mais elle ne le fit pas, car certains mensonges meurent plus proprement quand ils sont forcés d'entendre la vérité à voix haute. Dale resta près de la porte, le manteau toujours sur lui, ses bottes cirées trop propres pour le sol de cette cuisine. Il essaya d'arranger son visage en une expression de préoccupation et atterrit quelque part plus près de l'appétit. Avant que quoi que ce soit ne soit ouvert, dit-il, je veux juste qu'il soit noté que s'il y a des documents de succession, ils doivent être traités correctement. Margaret le regarda de l'autre côté de la table. Et par correctement, vous voulez dire par vous? Son sourire était assez pratiqué pour passer dans une banque et assez venimeux pour échouer dans une salle paroissiale. Je veux dire, conformément à la loi. Clay appuya une paume sur le dossier de la chaise. C'est drôle comme la loi n'a commencé à compter pour vous qu'une fois la boîte sortie. L'expression de Dale se glaça. Ferris se racla la gorge, mal à l'aise avec le conflit humain, mais pas aveugle à celui-ci. Voyons juste ce qu'il y a dedans. Margaret hocha la tête une fois, puis elle s'assit. La rouille avait scellé des parties du couvercle à la base. Elle alla chercher un couteau à beurre dans le tiroir, le glissa doucement dans la fente et le fit aller et venir, tandis que le métal émettait de petits sons cassants comme de vieilles articulations résistant au mouvement. Clay stabilisa la boîte d'une main. Pendant un moment, personne dans la pièce ne respira assez profondément pour être entendu. Puis le seau se brisa, non pas avec drame, mais avec un petit pop fatigué. Margaret souleva le couvercle. À l'intérieur, le contenu était arrangé avec la même précision sobre que Walter Hayes avait apportée à tout ce qu'il craignait lui survivre. Une lettre manuscrite pliée reposait sur le dessus, adressée en lettres capitales et délibérée à celui qui écoute. En dessous se trouvait une pile de documents attachés avec de la ficelle, une enveloppe manille, plusieurs formulaires d'apparence officielle, et au fond, protégée dans une pochette en plastique jauni par l'âge, une photo délavée. Margaret attrapa d'abord la lettre et ses doigts tremblèrent, non pas parce qu'elle avait peur du papier, mais parce qu'elle savait déjà au plus profond d'elle-même que certaines personnes ne disent la chose la plus intime qu'elles diront jamais qu'après leur départ. Elle la déplia lentement. L'écriture de Walter était ferme au début, plus tremblante vers le bas. Les lettres penchaient légèrement à droite, comme si même sur la page, il résistait à s'effondrer sur lui-même. Margaret lut silencieusement d'abord, puis s'arrêta. Clay vit sa gorge bouger. Qu'est-ce que c'est? Elle leva les yeux, déjà brillants. Il savait. La pièce se resserra autour de cette phrase. « Savez quoi? » demanda Ferris. Margaret déglutit et commença à lire à voix haute. « À quiconque trouvera ceci, si vous l'avez trouvé parce que vous avez observé le cheval au lieu de vos propres suppositions, vous avez déjà fait plus que la plupart. » Les mots atterrirent comme une main sur la nuque de chaque personne dans la pièce. Dale bougea près de la porte. Margaret continua de lire. Walter écrivit qu'il savait depuis des mois qu'il était mourant.
Les médecins avaient utilisé des phrases auxquelles il ne faisait pas confiance et des délais auxquels il faisait confiance. Il avait assez de temps, lui avait-il dit, pour régler ses affaires. Pas assez de temps, comprit-il, pour devenir un autre genre d'homme. Il écrivit que les gens prenaient souvent sa distance pour de la force. Parfois c'était le cas, parfois c'était de la peur avec une bonne posture. La voix de Margaret se brisa légèrement sur cette ligne, puis se raffermit. Walter écrivit qu'il ne se faisait aucune illusion sur ce qui arrivait aux animaux lorsque la personne qui les aimait disparaissait. Un cheval devenait de la paperasse, une dépense, un fardeau, une opportunité. Des gens qui ne s'étaient jamais levés avant l'aube pour lui auraient soudainement des opinions sur sa place. Alors, il fit un plan. Pas élégant, pas sentimental. Un plan de soldat, un plan d'éleveur, un plan d'homme seul. Il entraîna Rusty. Il lui apprit le chemin du retour à la maison de plus en plus loin. Lui apprit à venir aux poches. Lui apprit à frapper à la porte parce que le son attire les témoins. Lui apprit à baisser la tête vers la marche et à y rester jusqu'à ce que quelqu'un remarque enfin ce qui comptait. Walter n'avait fait confiance à aucune personne en particulier pour lui remettre la boîte à l'avance, non pas parce qu'il n'y avait pas de gens décents en ville, mais parce que la décence, selon son expérience, arrivait souvent en retard et disparaissait tôt. Il faisait plus confiance à Rusty, plus confiance à la répétition, plus confiance à l'entêtement de l'amour qu'à la faiblesse du timing humain. Margaret dut faire une pause dans sa lecture. La cuisine avait changé. Personne ne s'appuyait plus. Personne ne gigotait. Même Dale s'était immobilisé, car la cupidité, malgré toute sa confiance, faiblit toujours face à un homme mort qui s'y est préparé. Clay fixa le dessus de la table, non par ennui, mais par honte. Il pensa à chaque matin où il avait jeté du foin dans l'enclos de Rusty et s'était dit que c'était suffisant. Il avait nourri le corps et ignoré le message. Il avait traité la faim et appelé cela de la compréhension. Ferris baissa les yeux sur sa casquette. Il y avait des formulaires du comté dans son camion, des avis, des étiquettes de retrait, procédure sur procédure, tout cela soudainement petit. Tout cela inadéquat face à l'image qui se formait maintenant dans chaque esprit de cette cuisine. Walter Hayes, vieux et mourant, debout dans la lumière déclinante avec une boîte en métal dans ses mains, apprenant à la seule créature en qui il avait confiance comment porter une vérité par-delà la mort. Margaret continua. Sous la lettre se trouvaient des documents. La première feuille était un testament signé et attesté en bonne et due forme des mois avant l'effondrement de Walter. Y étaient attachés des titres de propriété, un relevé de comptes d'épargne modeste, des dossiers vétérinaires, des reçus fiscaux et une note manuscrite avec des instructions d'alimentation si détaillées qu'elles brisaient le cœur à nouveau. Pas de la nourriture pour chevaux, pas des soins de base ou des marques spécifiques, des horaires spécifiques, le seuil pour la couverture d'hiver, la raideur articulaire de la patte arrière gauche, la façon dont Rusty préférait l'eau pas trop froide le matin. L'amour traduit en logistique. Puis Margaret atteignit la clause centrale. Elle la lut une fois en silence, puis à nouveau. Clay leva la tête. Qu'est-ce que ça dit? Les mains de Margaret se resserrèrent sur la page. Ça dit, elle prit une inspiration. Ça dit que la maison, les droits fonciers restants et tout ce qui se trouve sur le compte d'épargne de Walter lié aux soins de Rusty iron à la personne qui démontre un dévouement d'inaction envers Rusty Hayes. Rusty Hayes, dit doucement Ferris. Walter avait donné son nom au cheval. Personne dans la pièce ne manqua de comprendre ce que cela signifiait. Margaret continua. Pas à celui qui le réclame en premier, pas à celui qui dépose les papiers le plus vite, pas à celui qui parle le plus fort, à la personne qui se présente réellement pour lui. Les mots semblèrent rester en suspens dans la cuisine après qu'elle eut cessé de les lire. Dale se remit le premier. Bien sûr qu'il le fit. Les hommes comme lui confondaient la rapidité avec l'intelligence. C'est vague, dit-il sèchement. Légalement vague. Le dévouement en action n'est pas une désignation formelle. Un tribunal pourrait aussi lire le reste du testament, l'interrompit Clay, la voix basse maintenant, dangereuse dans sa retenue. Ce que je suppose que vous préféreriez qu'il ne fasse pas. Dale le regarda. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Non, dit Clay, mais je sais ce que je regarde. Margaret retourna à un autre document. Des papiers médicaux, des dossiers d'anciens combattants, une confirmation de diagnostic, un pronostic estimé.
Walter Hayes savait exactement ce qui allait arriver. C'était là, noir sur blanc. Pas de disparition dramatique, pas de mystère au sens clinique, seulement un vieil homme malade qui comprenait qu'il manquait de jours et qui utilisait ce qui lui restait pour construire un test final. Personne autour de lui ne réalisait qu'ils étaient déjà en train d'échouer. Puis Margaret souleva la photographie. La pièce s'adoucit autour d'elle. Walter était jeune, en uniforme, plus mince, plus droit, le visage pas encore si profondément creusé par le silence. À côté de lui se tenait Rusty, un poulain, tout en jambes maladroites et en oreilles incertaines. Walter avait une main contre le visage du poulain, pas possessive, pas fière, juste stable, comme une promesse faite par quelqu'un qui n'était pas encore sûr de mériter de faire des promesses. La vision de Margaret se brouilla, car la mémoire peut blesser avec une précision presque chirurgicale quand elle arrive trop tard. Elle se souvint du dernier dimanche où Walter s'était tenu à l'extérieur de l'église pendant que tout le monde se dirigeait vers les plats en casserole et les conversations polies. Il avait l'air fatigué. Plus que fatigué, vidé. Margaret l'avait remarqué. Elle avait presque traversé pour lui parler. Presque. Au lieu de cela, elle l'avait laissé partir avec son silence intact parce qu'elle appelait cela du respect. Maintenant, elle comprenait ce que cela avait aussi été. Du soulagement. Le soulagement égoïste de ne pas avoir à franchir la distance inconfortable entre remarquer et agir. Ses yeux s'emplirent de larmes. « J'aurais dû prendre de ses nouvelles, » dit-elle. Personne ne répondit parce que le deuil exprimé avec précision fait de chacun un témoin. Dehors, par la fenêtre de la cuisine, Rusty se tenait dans la cour. Il s'était rapproché du porche à un moment donné, bien qu'aucun d'eux ne l'ait vu faire. Il se tenait la tête légèrement baissée, le corps calme dans la lumière pâle, comme s'il savait que le contenu de la boîte n'était plus caché et qu'il attendait la partie la plus difficile, non pas la découverte, mais la décision. Margaret le regarda et comprit que le testament de Walter n'était pas vraiment vague du tout. Il ne paraissait vague qu'aux personnes qui voulaient que la loi les excuse de leur conscience, le dévouement en action. Ce n'était pas un slogan, c'était un filtre. Qui est resté? Qui a prêté attention? Qui a changé sa vie quand c'est devenu gênant? Qui a aimé sans s'attendre à ce que l'histoire le récompense? Dale fit un pas vers la table. Ceci devrait être examiné par un avocat avant que quiconque ne commence à faire des suppositions. Margaret leva son regard vers lui. Pour la première fois depuis son entrée, il n'y avait aucune incertitude sur son visage. Aucune culpabilité non plus. La culpabilité s'était clarifiée en quelque chose de plus stable. « Non », dit-elle. Le mot tomba, net. Dale cligna des yeux. « Pardon, j'ai dit non. Vous ne pouvez pas juste, je sais lire, » dit Margaret, « et je sais reconnaître un homme qui n'a cessé de se précipiter autour du deuil d'un autre homme. » Clay se redressa à côté d'elle. Ferris n'intervint pas. Ce silence de l'homme du comté comptait plus que s'il avait parlé. Parce que la neutralité institutionnelle, dans ce qu'elle a de plus humain, ressemble parfois simplement à refuser de prêter son corps au mauvais côté de la pièce. Margaret plia soigneusement la lettre de Walter et la reposa sur la table. Puis elle regarda par la fenêtre une fois de plus vers Rusty. Il se tenait là, attendant, non pas la pitié, non pas les applaudissements, mais que quelqu'un le choisisse délibérément. Et dans cette cuisine, avec Walter Hayes parlant enfin à travers le papier, avec la fin polie de Dale exposée, avec le cœur pratique de Clay se fissurant sous le poids de ce qu'il avait manqué, Margaret comprit que la vérité la plus cruelle et la plus belle était la même. Toute la ville avait eu 6 mois pour remarquer ce qui comptait. Seul le cheval avait refusé de passer à autre chose sans une réponse. Une ville peut vivre à côté d'une vérité pendant des années et pourtant ne pas la toucher. Elle peut passer devant le même porche, saluer le même homme, remarquer le même cheval, entendre le même silence s'accumuler dans les mêmes espaces vides, et se dire encore décente parce que la décence est facile quand elle n'est jamais mise à l'épreuve par l'inconvénient. Ce qui s'est passé après l'ouverture de la boîte ne fut pas une rédemption soudaine. Ce fut plus lent que cela, et pour cette raison, cela compta. Margaret Lyle ne se leva pas de sa table de cuisine avec l'aura d'une héroïne autour d'elle. Elle se leva avec des genoux raides, des yeux humides et la terrible clarté d'une femme qui savait que le regret en soi était moralement inutile. Walter Hayes était mort. Rien de gentil que quiconque ferait maintenant ne défrait le fait qu'il avait parcouru sa dernière route principalement seul. Rien ne pouvait lui rendre ses derniers mois.
Aucun plat en casserole, aucune visite, aucun appel de l'Église, aucune sympathie tardive. Le seul endroit où la bonté pouvait encore aller était en avant, vers le cheval, vers la promesse, vers ce que le dévouement en action coûtait réellement quand il n'était plus théorique. Margaret plia la lettre de Walter des deux mains et la replaça dans la boîte aussi soigneusement que si elle bordait une couverture autour de quelque chose de toujours vivant. Puis elle regarda Clay. Il ne fera plus d'aller-retour. Clay suivit de son regard vers la fenêtre. Rusty se tenait toujours dans la cour. La même silhouette mince, le même pelage terni par la boue, la même immobilité patiente qui ne se lisait plus comme de la passivité, mais comme de l'endurance. Il ne regardait pas la route menant à la propriété des Hayes, ne cherchait pas à s'échapper. Il regardait vers la maison, vers la sienne, comme si le transfert avait déjà eu lieu quelque part plus profondément que le langage juridique. Clay laissa échapper un long souffle par le nez. Non. Ferris, tenant toujours sa casquette dans ses mains, déplaça son poids. Mais alors, que se passe-t-il maintenant? Margaret répondit avant que la peur ne puisse s'installer. Il reste avec moi. La cuisine devint silencieuse. Pas un silence choqué, un silence lourd de conséquences, car tout le monde dans cette pièce comprit immédiatement que ce n'était pas une phrase sentimentale prononcée dans le feu de la découverte. C'était une décision. Une vraie. Le genre qui vient avec des factures, des horaires, des muscles endoloris, du fourrage d'hiver, des soins de vétérinaire et des matins qui commencent avant que le confort n'ait eu son mot à dire. Clay la regarda attentivement maintenant. Margaret, je sais ce que tu vas dire. Tu n'as pas de clôture adéquate. Je sais que la propriété des Hayes est à moitié en ruine. Je sais que tu vis seule. Cette dernière phrase resta plus longtemps en suspens. Margaret soutint son regard. Walter aussi. Le visage de Clay changea à ces mots, non pas parce qu'elle avait gagné l'argument, mais parce qu'elle avait parlé à la honte qui s'y trouvait. Pendant un moment, personne ne bougea. Puis Clay regarda de nouveau par la fenêtre Rusty, debout dans la cour comme s'il attendait non pas la charité, mais la première réponse honnête de toute l'histoire. Et quelque chose chez l'éleveur céda. Pas la faiblesse, pas seulement la culpabilité. Quelque chose de plus utile que l'un ou l'autre. L'humilité. « Je vais aider », dit-il. Margaret cligna des yeux une fois. « Quoi? J'ai dit que j'aiderais. » Sa voix resta bête et presque plus rude pour essayer de ne pas en faire un spectacle. Les poteaux de clôture, le fourrage, la conduite d'eau si nous devons en installer une, la remorque s'il doit aller chez le vétérinaire, tout ce qu'il faudra. Margaret le dévisagea. Clay haussa les épaules une fois, mal à l'aise sous la gratitude. « Je l'ai nourri, dit-il. C'est tout ce que j'ai fait. L'ai nourri et j'ai continué à essayer de le faire correspondre à mon idée de passer à autre chose. » Il baissa les yeux sur la lettre de Walter sur la table. « J'ai entendu son estomac, dit Clay. Je n'ai jamais entendu ce qu'il disait. » Cette phrase pesa lourdement dans la pièce car elle était vraie pour plus d'une personne présente. Ferris jeta un coup d'œil vers la porte, vers le camion du comté toujours garé à l'extérieur. Ses papiers l'attendaient dans des dossiers officiels bien rangés qui semblaient soudain ridicules en présence d'un cheval qui avait surpassé toutes les institutions autour de lui. « Je peux annuler la saisie pour nuisance, dit-il. » Dale, qui était resté silencieux trop longtemps, se décolla enfin du mur près de la porte. « Vous ne pouvez pas simplement annuler une action du comté parce que les gens sont devenus émotifs. » Personne ne se tourna vers lui tout de suite. Cela, plus que la colère, sembla le déstabiliser. Margaret finit par lever les yeux. « Vous êtes encore là. » Sa bouche se crispa. « Quelqu'un doit penser clairement. » Clay eut un rire sans humour. « C'est comme ça que vous appelez ça? » Dale s'avança, ses bottes cirées bruyantes sur le vieux sol de la cuisine. « Ce que j'appelle ça, c'est ceci. Un testament vague, une femme âgée prenant des décisions impulsives, et une bande de gens confondant l'habitude d'un cheval avec un droit légal. » Margaret se leva lentement de sa chaise. L'âge ne rendit pas le moment plus petit, il le rendit plus net. « Impulsive, dit-elle. Ce cheval est revenu à cette maison pendant 6 mois. » Dale écarta les mains. Parce qu'il a été entraîné. C'est exactement le point. Walter a manipulé la situation. « Non, dit Margaret, il s'y est préparé. C'est votre interprétation, c'est la preuve de Rusty. » Pour la première fois, Dale perdit complètement son vernis. Il ricana. C'est un animal. Margaret s'avança vers lui. Pas de façon spectaculaire, pas avec colère,
juste assez loin pour lui faire comprendre que la douceur n'était plus disponible pour lui dans cette pièce. Oui, dit-elle, et il a été plus fidèle que toutes les personnes qui ont laissé Walter disparaître derrière de la paperasse. Ça a porté. Ferris baissa les yeux. Clay, non. Le visage de Dale rougit. Vous voulez transformer ça en un cirque moral? Très bien, mais cette propriété devra quand même passer par la procédure. Elle peut passer par la procédure, dit Margaret, en plein jour, sans que vous y mettiez la main. Clay bougea alors, juste assez pour se positionner entre Dale et la table. Vous l'avez entendu? Dale regarda d'un visage à l'autre et réalisa quelque chose que les hommes comme lui réalisent toujours une seconde trop tard. Une fois qu'une foule cesse d'être passive, leur confiance n'a plus où se tenir. Il redressa son manteau. Vous regretterez d'avoir rendu les choses difficiles. La réponse de Margaret vint sans pause. Non. Nous regrettons ce que nous n'avons pas fait assez tôt. Dale la fixa un instant de plus, puis partit. La porte d'entrée se referma derrière lui avec un son dur et plat, et la pièce expira. Non pas parce que le danger était parti, mais parce que la prétention l'était. Dehors, la journée du Wyoming s'était éclaircie en un midi pâle et dur. La nouvelle se répandit en ville plus vite que prévu. En fin d'après-midi, les gens commencèrent à arriver chez Margaret, non pas en une vague dramatique, mais au rythme fragmenté des petites communautés redécouvrant leur conscience, un véhicule à la fois. Une vétérinaire vint la première. Le docteur Elise Navarro, qui avait soigné des chevaux de ranch dans tout le comté et portait de la compétence comme certaines personnes portent des bijoux, simplement, sans avoir besoin de mentionner son coût. Elle examina Rusty dans la cour, tandis que Margaret se tenait à proximité, une main pressée contre la poche de son manteau, où la lettre de Walter reposait encore, pliée à l'intérieur. Rusty resta immobile pour l'examen. Température, dents, vieille cicatrice, raideur articulaire, perte de poids. Dénutri, dit Élise. Pas affamé en ce moment, mais il fonctionne avec moins qu'il ne le devrait depuis trop longtemps. Il a de l'usure dans la patte arrière gauche, exactement comme le dossier le disait. On peut gérer ça. Margaret la regarda. Il se remettra. Élise jeta un coup d'œil à Rusty, qui tourna un œil calme vers la maison. Avec de la constance, dit-elle, le mot sembla traverser Margaret et s'installer quelque part de permanent. Constance, pas miracle, pas grand discours, pas deuil symbolique. Constance. Après cela vint une femme d'éleveur avec 2 balles carrées de meilleur foin, un maréchal ferrant à la retraite qui proposa de regarder les fers de Rusty, un diacre de l'Église avec des outils de clôture et une expression embarrassée qui en disait plus que sa bouche ne le ferait jamais. Un adolescent avec un seau bleu et un chauffe-eau neuf pour l'abreuvoir. C'est parce que les vieux chevaux ne devraient pas avoir à commencer la matinée sur de la glace. Personne ne dit qu'ils essayaient de compenser pour Walter. Peut-être parce que cela aurait été trop simple. Peut-être parce que tout le monde savait que certaines dettes ne peuvent pas être remboursées à rebours. Mais ils se sont présentés, et cela comptait. Au crépuscule, la cour de Margaret ne ressemblait plus à un endroit où une femme avait fait une promesse imprudente. Elle ressemblait à la construction précoce d'un nouvel ordre moral, un ordre construit à partir de petits actes trop pratiques pour être qualifiés de beaux, à moins de comprendre ce qu'est réellement la beauté. Clay répara lui-même la clôture latérale. Ferris revint avec des papiers révisés et des excuses qu'il ne savait pas comment formuler. Alors il les livra sous la seule forme qui comptait, un avis d'annulation signé et la promesse qu'aucun camion du comté ne viendrait plus pour Rusty. Margaret porta de l'eau, brossa le pelage de Rusty, passa une serviette sur les zones raidies par la boue près de ses épaules. Au début, ses mains tremblaient, non pas par peur de lui, mais par la proximité de la responsabilité. Rusty resta tranquillement pendant tout ce temps, sans résistance, sans drame, juste une présence basse et constante qui rendait chaque tâche moins comme un travail et plus comme l'entrée dans une langue qu'elle aurait dû apprendre il y a longtemps. Alors que le soir tombait, quelqu'un de la ville arriva avec une ampoule de rechange pour la lumière du porche de la maison des Hayes. Personne ne l'annonça. Personne ne transforma l'acte en discours. Clay y alla simplement avec une échelle dans la benne de son camion et la changea. Et quand la lumière s'alluma, petite, ambrée, indubitable dans le bleu profond du crépuscule du Wyoming, les gens sur la route le remarquèrent. La propriété des Hayes n'avait pas l'air habitée. Pas encore, mais elle n'avait plus l'air effacée. Cela comptait aussi. Margaret y alla après le coucher du soleil, pas seule.
Clay la suivit dans son camion, les phares bas derrière elle, mais il lui laissa de l'espace. Elle monta lentement sur le porche, le trousseau de clés de Walter à la main, le métal lui ayant été remis cet après-midi par le greffier du comté après l'examen des documents préliminaires. Il semblait plus lourd que des clés ne devraient l'être. Rusty la suivit. Pas de corde, pas de longe, juste un choix. Il monta sur le porche avec le même soin mesuré qu'il avait toujours eu, se plaçant à l'endroit exact où des semaines de désir avaient tracé un chemin à travers le silence. Même planche, même porte, même lieu de rituel. Mais cette fois, la maison n'était pas seulement une question. Elle attendait une réponse des vivants. Margaret se tenait sur le seuil, la clé tremblant une fois avant qu'elle ne la stabilise. Elle pouvait sentir Clay l'observer depuis la cour, pouvait sentir la ville à distance aussi, bien qu'aucune foule ne se soit rassemblée maintenant. Ce moment avait dépassé les spectateurs. Il appartenait à la promesse. Rusty se tenait à côté d'elle. De la vapeur s'élevait de ses naseaux dans le froid du soir. Il regarda la porte, puis elle, et dans ce petit tour de tête, il y avait quelque chose de si dévastateur et doux que cela faillit la défaire. Pas une demande, une permission. Comme si après tout, et après tous les coups et l'attente et le refus de laisser l'amour être classé comme une absence, il demandait encore si le cœur humain avait assez rattrapé son retard pour ouvrir ce qu'il ne pouvait pas. Margaret mit la clé dans la serrure. Le mécanisme se bloqua une fois, puis céda. La poignée tourna. Elle ne parla pas. Elle ne narra pas la sainteté du moment à voix haute. Certaines choses se déprécient lorsqu'elles sont nommées trop rapidement. Elle ouvrit la porte. Les vieilles charnières cédèrent avec un long et bas grincement qui sembla traverser le bois. Le Porsche, le corps de Rusty. Chaque matin restait sans réponse. Et puis le silence. Un vrai silence. Pas vide, pas punitif. Un silence assez plein pour contenir le deuil sans s'effondrer sous lui. Margaret se tenait dans l'embrasure de la porte. Une main sur le corps et l'autre tremblante encore à son côté. Rusty ne bougea pas immédiatement. Il respira une fois, profondément, comme pour tester l'air à la recherche de quelque chose que lui seul reconnaîtrait. L'absence de Walter, peut-être la mémoire, la libération. Puis il s'avança, un sabot franchissant le seuil, puis l'autre. Pas de boum, pas de supplique, pas de coup désespéré contre un bois qui ne répond pas. Seulement l'entrée, seulement l'achèvement. Seulement la miséricorde silencieuse et insupportable d'une tâche enfin terminée. Margaret ferma les yeux une seconde, et dans cette seconde, elle comprit pourquoi certains deuils brisent les gens, tandis que d'autres les refont. Parce qu'un genre ne vous dit que ce que vous avez perdu. L'autre vous dit ce que vous êtes encore obligé de devenir. Quand elle rouvrit les yeux, Rusty se tenait juste à l'intérieur de la maison, dans la pénombre, ne cherchant pas, pas agité, simplement présent. La lumière du porche derrière lui projetait une barre chaude sur le plancher. La poussière flottait à travers elle comme une vieille prière. Et depuis la cour, Clay Morgan, qui avait passé sa vie à croire que les problèmes se résolvaient avec des clôtures, du foin et du temps, sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec le bétail et tout à voir avec la rédemption. Rusty était venu à la porte pendant des mois, posant la même question. Cette nuit-là.